Bienvenue à tous aujourd'hui avec nous. Encore une fois, on va bientôt atteindre le nombre maximal de participants sur la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on est également en direct sur la page Facebook de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Alors, bienvenue à tous. Je me présente, Noa Bengayed. Je suis directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et j'aurai le plaisir d'animer, de modérer aujourd'hui avec vous ce nouveau webinaire des conférences mémorables qui sera donc présenté par Madame Suzanne Gilbert. Alors, les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au support financier d'Eli Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement et la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, pour des raisons de logistique et de technicalité, vous êtes tous en fait en mode sourdine pour éviter également les interférences avec la présentation de notre conférencière. Alors, n'hésitez pas par contre à utiliser la boîte de dialogue ou encore la boîte de questions-réponses pour poser vos questions. Et on gardera donc une période de 10 à 15 minutes à la fin de la présentation pour justement un échange avec Madame Gilbert. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous la présenter. Madame Gilbert est pharmacienne. Elle a effectué son baccalauréat en pharmacie et la maîtrise en sciences en pharmacie hospitalière à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Elle a également fait une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique et en novembre 2017, elle obtient la certification américaine du Board of Pharmacy Specialties. L'Ordre des pharmaciens du Québec lui décerne également en juin 2018 le titre de Fellow en reconnaissance de son dévouement envers la profession de pharmacien et par l'illustration dans sa carrière grâce à des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession. Elle travaille depuis à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal depuis donc l'automne 95 à titre de chef de département de pharmacie et de clinicienne au programme d'hébergement en soins de longue durée. Et depuis le 1er avril 2015, date de la transformation du réseau de la santé, elle occupe également les fonctions de chef adjointe au chef de département de pharmacie, soins pharmaceutiques. Enseignement, recherche et utilisation optimale du médicament. Elle est également adjointe au chef de département de pharmacie de l'IUGM, du CIUS de Centre-Sud de l'île de Montréal. Et depuis août 2017, elle est pharmacienne conseil pour la démarche provinciale OPUSAP, dont elle va également nous parler aujourd'hui, à savoir optimiser les pratiques, les usages, les soins et les services pour les antipsychotiques. Alors, merci beaucoup, Madame Gilbert, d'être avec nous aujourd'hui. Et la parole est à vous. Merci beaucoup. Il me fait très, très plaisir d'être parmi vous ce midi. Et je vous remercie, Madame Bengayed, pour cette charmante invitation. Alors, sans plus tarder, on débute. Un petit clin d'œil historique sur cette première diapositive. J'ai mis la photo de M. Alois Alzheimer. On se souviendra qu'il y a un peu plus d'un siècle, ce neurologue et psychiatre allemand décrivait en fait ce qui constitue la base de nos connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai été présentée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer réel ou potentiel, ne serait-ce que je suis en prêt de service du réseau universitaire intégré de santé et des services sociaux de Montréal à raison d'une journée par semaine à titre de pharmacienne conseil pour la démarche Opus. Alors, ce midi, les objectifs de cette présentation visent à discuter de deux principales classes de médicaments qu'on utilise pour traiter les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, je vais parler des indications de ces médicaments, de leur efficacité, des effets secondaires, du suivi qu'on devrait apporter lorsqu'on débute leur utilisation, ainsi que des limites à leur utilisation. Et il me fera également plaisir de vous parler des résultats de la phase 1 et 2 de la démarche Opus antipsychotique qui se déroule actuellement dans les CHSLD publics du Québec. Le plan de cette présentation, je vais rapidement définir le trouble neurocognitif majeur, la prévalence, aussi un bref rappel des théories
derrière les causes possibles de la maladie d'Alzheimer. J'insisterai un peu plus sur l'évolution de la maladie, très brièvement les facteurs de risque pour insister surtout sur les médicaments, bien sûr. Ensuite, on va regarder ensemble les principes de traitement pharmacologique et je parlerai de la démarche Opus. Alors, le trouble neurocognitif majeur, c'est un terme que le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, dans sa 5e édition, nous suggère d'utiliser plutôt que maladie d'Alzheimer pour tenter de déstigmatiser un peu le syndrome. La définition, vous la connaissez. Le trouble neurocognitif peut être vu comme un parapluie sous lequel il y a plusieurs types de maladies comme maladie d'Alzheimer, maladie vasculaire, la corps de Lewy, etc. Et les symptômes que donne la maladie d'Alzheimer touchent le langage, l'apprentissage, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives et instrumentales, entre autres. Ici, c'est une diapositive que je mets qui vous présente en fait les différents types de troubles neurocognitifs avec leur prévalence. Et on se souvient que la maladie d'Alzheimer est celle qui est la plus prévalente. Au niveau toujours de la prévalence, simplement vous rappeler, comme on le sait tous, que plus on vieillit, plus la maladie d'Alzheimer est présente. Et au Québec, il y aurait environ 140 000 personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Au niveau des théories derrière qui pourraient en fait expliquer qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, il y en a plusieurs, dont l'hypothèse cholinergique qui est la perte d'une activité, dans le fond, cholinergique au niveau des neurones de l'hippocampe et du cortex et qui a mené à l'utilisation de médicaments dont on parlera aujourd'hui. Il y a aussi l'hypothèse bêta-amyloïde, des fameuses plaques, qui a mené à la recherche concernant les anticorps monoclonaux. J'en glisserai un mot quand on parlera tout à l'heure des médicaments en recherche. L'hypothèse inflammatoire, bien sûr, celle sur les mitochondries, qui sont les petites usines à énergie dans les cellules et dont la fonction serait altérée en réponse à l'inflammation due à la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi une théorie sur le métabolisme du glucose, alors qu'on croit que la protéine tau aurait un impact sur la sensibilité de l'insuline dans le tissu cérébral. Et une autre théorie sur les traumatismes crâniens répétés qui seraient liés à un risque plus important de développer la maladie d'Alzheimer. Ici encore, une diapositive que je trouve intéressante, mais on passe rapidement. On voit le cerveau sain et à droite, en bas ici, le cerveau qui est plus recroquevillé, dirons-nous. Et on voit ici le neurone avec la protéine tau et ensuite les plaques neurofibrillaires. Et lorsqu'on conjugue à ça des problèmes vasculaires qui empêchent l'élimination, on se retrouve devant une maladie d'Alzheimer qui pourrait être conjuguée à une maladie vasculaire. Ici, à titre d'information, je ne mets pas de temps sur cette diapo si vous voulez la consulter ultérieurement. Ça reprend un peu ce qu'on vient de dire et que vous connaissez déjà. On va prendre un petit peu de temps maintenant pour regarder les différents stades de la maladie d'Alzheimer. En fait, il y en a 4. On les voit ici en fonction de l'évolution de leur apparition au fil des années et en fonction du test du dépistage mini-mental là, qui nous permet d'évaluer le fonctionnement cognitif. Alors, le premier stade est appelé Mild Cognitive Impairment ou déficience cognitive légère qui donne des pertes de mémoire objectives, des pertes d'intérêt également, mais les activités de la vie quotidienne sont normales. Suivi ensuite d'une évolution vers la maladie d'Alzheimer légère où les oublis sont plus fréquents, où on observe des pertes de mémoire épisodiques. Donc, la personne ne se souviendra pas qu'elle est allée au cinéma la semaine passée ou ne sera pas capable de dire de quoi parlait le film, ne se souvient pas de ce qu'elle a mangé et ne se souvient pas non plus de ses vacances qui sont prévues cet été, qu'est-ce qu'elle va faire, par exemple. La personne commence à répéter maintes fois les mêmes questions.
du côté des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, on voit apparaître de la dépression, de l'apathie et un peu de perte de fonction instrumentale, donc de capacité à reconnaître, par exemple, les lieux et les personnes. Ensuite, ça évolue vers une maladie d'Alzheimer modérée, où on voit à ce moment-là une progression des déficits cognitifs, présence de troubles du langage, les AVQ élémentaires commencent à être perturbés et les soins deviennent plus importants. Et finalement, on se retrouve en maladie d'Alzheimer sévère, où les SCPD, symptômes comportementaux et psychiatriques de la démence, se multiplient. On peut voir apparaître de l'agitation, des altérations au niveau du sommeil et on voit aussi malheureusement une dépendance totale au niveau de l'habillage, de l'alimentation et de l'hygiène. Alors, pourquoi on présente les stades? Parce qu'on verra tout à l'heure le lien à faire avec les indications des médicaments qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer. Ici, très résumé, les phases vues d'une façon différente. Et on pense même que la maladie d'Alzheimer débuterait avant le mild cognitive impairment, peut-être 20 à 30 ans auparavant, avant de voir apparaître les premiers symptômes, mais ce sont des choses que vous connaissez. Si on regarde du côté des facteurs de risque, il y a 3 types de facteurs de risque, ceux qu'on peut modifier, ceux qui sont non modifiables comme l'âge, et il y aurait également des facteurs protecteurs. J'attire donc l'attention ce midi sur les facteurs modifiables que représente la médication. Donc, avant de faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut se poser la question, est-ce qu'on aurait des médicaments qui seraient contributifs, qui provoqueraient une perte de mémoire? Alors, on a ici la liste des médicaments ou des classes de médicaments qui pourraient jouer un tel rôle. Les benzodiazépines, on parle ici de Ativan, lorazépam, Cerax, oxazépam, Valium, diazépam à l'époque est de moins en moins utilisé. D'autres médicaments utilisés dans le sommeil que sont on appelle ça les Z-drugs parce qu'elles commencent toutes par leur nom générique par un Z, dont le Zopiclone, l'Imovan qui peut être utilisé ici au Québec. Les médicaments avec des propriétés anticholinergiques, et j'aurai une diapositive tout à l'heure qui vous donnera des exemples concrets de quels sont ces médicaments-là. Les analgésiques opiacés, parce qu'ils jouent sur l'apnée du sommeil, pourraient également amener des pertes de mémoire. Les anticonvulsivants, donc les médicaments qu'on utilise contre l'épilepsie, et les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on utilise pour des problèmes d'ulcère d'estomac, par exemple. Alors, on parle de pantoprazole, Pantoloc, oméprazole, Losec pour illustrer à l'aide d'exemples. Il faut voir que ces médicaments-là auraient un effet contributif sur la perte de mémoire lorsqu'on les utilise quand même à plus ou moins long terme. Et il faut voir que dans les études qui nous parlent qui nous mettent la puce à l'oreille par rapport à ce phénomène-là, il s'agit d'études souvent observationnelles qui nous donnent une corrélation, donc qui fait un lien entre ces médicaments-là et la perte de mémoire, mais pas nécessairement une causalité. Donc, ils ne sont pas nécessairement la cause. Si, comme je viens de dire ici, ces médicaments-là pourraient amener une perte de mémoire, ça signifie qu'ils deviennent à ce moment-là inappropriés pour leur utilisation en maladie d'Alzheimer, toujours dans une perspective d'utilisation à long terme. Alors, c'est pour ça qu'on revoit les mêmes classes, là, benzo, Z-drugs, inhibiteurs de la pompe à protons. Et quand on regarde les études, les données peuvent être conflictuelles, mais il y a quand même un signal. Les médicaments anticholinergiques, et au cours de l'année 2019, on a vu apparaître les traitements anti-androgéniques utilisés dans le traitement du cancer de la prostate. Des exemples de ces médicaments-là, c'est l'abiraterone, le Zytiga et la cyproterone. Maintenant, regardons concrètement quels sont ces fameux médicaments-là inappropriés qui ont des effets anticholinergiques. Alors, on voit ici les antihistaminiques, dont le Gravol et le Benadryl, qui sont, je le rappelle, et vous le savez, des médicaments qu'on peut se procurer en vente libre. Et parfois, les personnes vont utiliser ces médicaments-là pour les aider à dormir,
parce qu'ils ont comme effet secondaire, justement, de provoquer de la somnolence. Mais ils sont très anticholinergiques, donc pourraient avoir des effets sur la mémoire. Les relaxants musculaires, le cyclobenzaprine, le fameux Flexeril, qui, même si on n'est pas une personne âgée, lorsqu'on prend du Flexeril, on ressent presque tous les effets secondaires anticholinergiques de cette médication. La benztropine, le procyclidine que l'on voit rarement, mais parfois encore chez des parkinsoniens. Les médicaments antimuscariniques que l'on utilise pour traiter l'incontinence urinaire, l'oxybutynin est le pire du côté anticholinergique, la toltérodine, le solifénacin. Les antidépresseurs tricycliques, moins utilisés de nos jours, sauf pour traiter parfois les syndromes douloureux, amitriptyline, nortriptyline, paroxétine, qui est quand même un ISRS plus récent, mais est de moins en moins utilisé chez les personnes âgées en raison de ses effets anticholinergiques, et le bentillol. Pour les pharmaciens qui sont dans l'assistance ce midi, ben, je peux vous référer au tableau 7 des critères de Beers qui ont été mis à jour en janvier 2019. Alors, si on revoit rapidement quelle est la prise en charge des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, c'est quoi l'objectif ultime que l'on poursuit? C'est vraiment de nous préoccuper de la qualité de vie de ces personnes. De quelle manière on fait ça? Bien, en utilisant des pratiques qui vont maximiser l'autonomie fonctionnelle de la personne et son bien-être. En utilisant différentes pratiques, comme de bien évaluer le traitement des conditions médicales qui sont en présence. Et il faut faire attention au co-diagnostic parce que souvent, par exemple, surajoutent des maladies comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, etc. Il faut donc optimiser le confort de la personne qui vit avec la maladie et sa qualité de vie. Et la pharmacothérapie est l'une des armes que l'on peut utiliser pour lutter. Il faut aussi contrôler les symptômes psychiatriques lorsqu'ils apparaissent, anxiété, dépression, hallucination. Et on verra là, tantôt, quand je parlerai de la démarche plus de quoi il s'agit. Et bien sûr, donner du support à la famille et procéder à de l'éducation. Maintenant, on entre dans le cœur du sujet avec les principes de traitement pharmacologique. Alors, on veut individualiser les objectifs de traitement en se concentrant sur le stade de la maladie et il faut bien discuter des volontés et des attentes de la personne atteinte et de sa famille, de ses proches aidants, et discuter des objectifs de soins qu'ils poursuivent. Et il faut également tenir compte du temps qui est nécessaire pour avoir un avantage des traitements pharmacologiques, donc tenir en compte l'espérance de vie de notre personne. Au niveau des mesures pharmacologiques, ben, vous savez qu'il y a une absence de traitement curatif toujours à l'heure actuelle dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et nos objectifs de pharmacothérapie visent à retarder la progression des symptômes ou du déclin neurocognitif et physique. Alors, il faut fixer des objectifs thérapeutiques clairs avec la personne et ses aidants. Il faut établir des attentes qui sont réalistes parce que le traitement ne va pas empêcher la progression de la maladie ni du déclin cognitif. Alors, je viens de le dire, les médicaments visent uniquement les symptômes. Ça ne change pas l'issue de la maladie. Et ils sont efficacement modestes. Là, on parle de mildly effective. En fait, c'est très décevant comme efficacité. Ils présentent malheureusement des effets secondaires dont il faudra tenir compte. Et leur choix doit être personnalisé afin de répondre à ce qui est le meilleur pour la personne qui est devant nous. Ici, ce sont deux éléments sur lesquels repose l'utilisation des médicaments à l'heure actuelle, donc le fameux déficit cholinergique et l'altération de la transmission glutamatergique. Alors, les deux principaux neurotransmetteurs en jeu sont l'acétylcholine, qui, dans la maladie d'Alzheimer, est impliquée
parce que ce qu'on observe, c'est qu'un manque d'acétylcholine va nous amener les symptômes, entre autres, sur la mémoire. Et le deuxième neurotransmetteur est le glutamate, qui lui aussi est associé à la maladie d'Alzheimer. Ce qui se passe avec le glutamate, c'est que c'est un acide aminé excitateur là, au niveau du système nerveux central et il contribuerait à la pathologie de la maladie d'Alzheimer parce qu'il surstimulerait les récepteurs du glutamate. Donc, l'état d'excitotoxicité amènerait la mort des neurones. Donc, ce sont les phénomènes. Donc, deux classes de médicaments qui sont utilisés actuellement dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. La première classe qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qui vont empêcher, en fait, la dégradation de l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur pour lequel on vise d'en avoir plus au niveau des synapses, là, des espaces entre les cellules du cerveau, les neurones. Donc, ça inhibe l'enzyme acétylcholinestérase, donc inhibiteur de l'acétylcholinestérase, pour augmenter dans notre fente synaptique la présence d'acétylcholine. Et la deuxième classe, c'est un antagoniste, en fait, des récepteurs glutamatergiques du NMDA, des beaux grands mots, là. Donc, on veut empêcher l'effet excitatoire du glutamate pour améliorer les symptômes. Alors, dans la classe des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, on retrouve trois principaux médicaments qui sont en marché depuis plus d'une quinzaine d'années, vingtaine d'années. On a la galantamine, qui est le nom commercial est le Réminil, et qui se présente sous forme de capsule ou de capsule à longue durée d'action. On a le donépézil, l'Aricept, qui se présente sous forme de comprimé à dissolution rapide ou de comprimé standard. Et la rivastigmine, qui se présente, elle, sous forme de capsule, de solution orale ou de timbre cutané, mais dont on a vu l'utilisation des timbres cutanés de plus en plus souvent là, dans la pratique courante. Il faut savoir qu'il n'y a pas de données cliniques fiables qui nous indiquent une différence d'efficacité entre ces trois inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Les facteurs qu'on va considérer dans le choix de l'un ou l'autre, ça va être les effets indésirables de chacun, de chacun, ils sont pas mal identiques, là, mais la facilité d'administration et les différences en matière de pharmacocinétique et certains facteurs qui sont propres à la personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer. Ce sont des médicaments qui sont remboursés par le Régime général d'assurance médicaments du Québec dans le respect de certains critères. La deuxième classe, on a un seul représentant qui est la mémantine, qui a été mise en marché autour des années 2004 et qui se présente uniquement sous forme de comprimé et qui est elle également une molécule qui doit respecter des critères pour le remboursement au niveau du régime d'assurance médicale. Alors, à quel moment du stade de la maladie d'Alzheimer pouvons-nous travailler avec ces molécules? Quand on veut travailler en monothérapie avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, on doit être au stade léger à modéré de la maladie. Et pour la mémantine, on parle du stade modéré à sévère. Si on veut faire un traitement combinant un inhibiteur de l'acétylcholinestérase et la mémantine, les données probantes actuellement disponibles sur l'efficacité d'un traitement combiné ne nous permettent pas encore de conseiller ou de déconseiller l'usage. Donc, c'est pour ça qu'en pratique clinique, on peut voir l'association ou la combinaison de ces deux classes de médicaments. Lorsqu'un inhibiteur est inefficace ou s'il n'est pas toléré, on peut passer vers un autre. C'est une suggestion qui est tout à fait acceptée. Si on observe aussi une faible réponse clinique, on peut additionner ou substituer
à l'inhibiteur de l'acétylcholinestérase, la mémantine, si le patient est en stade modéré. Et en stade modéré à sévère, on permet une combinaison des deux classes de médicaments. Du côté de l'efficacité, en fait, les résultats des données scientifiques qui sont accessibles nous montrent que c'est une efficacité qui est plutôt modeste sur la fonction cognitive ainsi que sur les activités de la vie quotidienne. On va noter une amélioration maximale à 3 mois lorsqu'on atteint la dose thérapeutique, parce que quand on commence à travailler avec ces molécules, on les initie à petite dose, puis on augmente graduellement en fonction de la tolérance et de la réponse. Et il n'y a aucune donnée qui nous permet de conclure de façon formelle en regard de l'efficacité des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et de la mémantine sur les SCPD. Donc, les limites sont qu'on a très peu de données dans les études cliniques, très peu de données à long terme, c'est-à-dire au-delà de 6 mois d'utilisation. On a observé dans les études un taux élevé d'abandon des traitements et il est impossible de cibler à l'avance les personnes vivant avec la maladie qui vont répondre assez bien au traitement. Donc, en conclusion, le bénéfice clinique aux patients par ces classes de médicaments dans le temps est très difficile à préciser. Donc, ça peut être, oui, efficace. L'efficacité, elle est modeste. Et ce que ça va pouvoir permettre de faire si le patient répond, c'est un retard dans l'entrée en institution et un ralentissement vers la perte d'autonomie. Si on regarde le graphique suivant, c'est un peu ce que je viens de dire, la ligne en mauve nous montre l'évolution lorsqu'on n'utilise aucun traitement pharmacologique. La ligne en vert, c'est lorsqu'on a débuté les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Alors, on voit quand même une courbe qui descend, mais on voit que la courbe, elle est ralentie. Et si on arrête le traitement, et j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation sur les conditions qui nous amènent parfois à arrêter le traitement, eh bien, on a une perte et on retourne à l'état même en dessous de l'état de base de l'évolution naturelle de la maladie. Alors, pour obtenir des bénéfices aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, les études nous permettent de calculer le nombre de personnes à traiter pour obtenir une seule réponse que je dirais positive. Alors, pour les IACHE, on a un number needed to treat, nombre de personnes à traiter de 7 pour avoir une stabilisation des fonctions cognitives. Et comme ces médicaments-là, comme n'importe quel médicament, ont des effets secondaires, le nombre nécessaire à traiter pour voir apparaître des effets indésirables est de 12. Donc, ce sont des petits nombres, ce qui fait que c'est pas rare de voir des effets secondaires apparaître avec ces médicaments. Ici, on a un tableau qui présente les mécanismes d'action des inhibiteurs et de la mémantine. J'en ai parlé tout à l'heure, des demi-vies d'élimination des médicaments dans le sang et des particularités liées à leur administration. Alors, ce qui est commun à toutes les formes de médicaments quand on les prend par la bouche, là, par voie orale, c'est qu'on recommande de les prendre avec de la nourriture. Et on a quelques détails ici sur l'utilisation du timbre cutané de rivastigmine, à quel endroit l'appliquer, de changer d'endroit à chaque jour et de jamais retourner au même endroit avant 2 semaines. Et si jamais on observe de l'intolérance à la colle du timbre, on peut travailler avec un inhalateur de fluticasone qu'on applique sur la peau pour empêcher la réaction inflammatoire. Un tableau pharmacocinétique pour les gens que ça intéresse. On voit que la biodisponibilité de la rivastigmine est un peu plus réduite, ce qui a possiblement amené au développement en fait du timbre cutané. La biodisponibilité, en quelques mots, c'est la quantité de médicaments
qui passe dans le sang lorsqu'on prend un comprimé ou une capsule. Au niveau de la liaison aux protéines, c'est le donépézil qui a une liaison significative. Au niveau du métabolisme, on voit que le donépézil et la galantamine sont métabolisés au foie par le cytochrome P450. Alors, voilà pour cette information. Maintenant, comme vous savez, tout médicament a des effets secondaires ou indésirables, malheureusement. Alors, du côté des inhibiteurs de l'acétylcholinésterase, on voit des effets secondaires du côté gastro-intestinal qui sont liés à la dose et qui vont apparaître généralement en début de traitement et qui vont être transitoires. Donc, si le patient s'adapte bien, ça devrait passer. Ça joue aussi sur l'anorexie, donc sur l'anorexie, c'est, comment dire en mots simples, la capacité de manger ou la perte d'appétit, je vais dire ça de cette manière-là. Donc, il faut faire attention là, si on a des personnes âgées de très petits poids chez qui on décide d'introduire cette classe de médicaments, il faudra surveiller justement s'ils ne sont pas en train de perdre du poids. Ça peut amener des effets secondaires au niveau du système nerveux central. Ça peut aussi amener de la bradycardie, donc un ralentissement cardiaque. Et on a vu dans certaines études qu'il y avait une augmentation de l'installation de pacemakers chez les personnes qui recevaient cette classe de médicaments. Ça peut amener de l'incontinence urinaire et on sait que c'est un problème qui peut être fréquent chez certaines personnes âgées. Donc, si on introduit la classe, ça pourrait empirer la situation. Et il faudra aussi faire attention aux interactions médicamenteuses chez les patients qui prennent des médicaments contre l'incontinence urinaire. Ça ne va pas du tout avec les inhibiteurs de l'acétylcholinésterase. On voit ici un antagonisme d'action. Alors, écoutez, de façon pratique, là, les médicaments contre l'incontinence urinaire, en termes rapides, je dirais que ce n'est pas très efficace. Alors, si on a à choisir, mais c'est sûr qu'en discutant avec le patient, il pourra choisir s'il préfère qu'on contrôle la vessie hyperactive ou les symptômes de sa maladie d'Alzheimer. Mais normalement, on ne devrait pas avoir les deux classes en même temps. Et j'ai glissé un mot tantôt sur les réactions cutanées locales qu'on peut voir avec l'utilisation du timbre excellent. Du côté de la mémantine, les effets secondaires sont généralement très bien tolérés. Les interactions médicamenteuses maintenant avec la classe des inhibiteurs de l'acétylcholinésterase, bon, est-ce qu'on passe à travers tout ça? Là? On peut y aller assez rapidement. Il va y avoir des interactions pharmacodynamiques. Ça veut dire que si on utilise cette classe avec des médicaments comme les antidépresseurs tricycliques, etc., on va antagoniser l'action de nos inhibiteurs de l'acétylcholinésterase. On peut avoir également des interactions pharmacocinétiques en raison du fait que deux de ces médicaments-là, à savoir le donépézil et la galantamine, sont métabolisés par des enzymes du cytochrome et que si on utilise des médicaments qui inhibent ou qui induisent le 2D6 et le 3A4, bien, ça pourrait venir influencer la métabolisation du donépézil et de la galantamine. Alors, c'est ça ici, là, quand je parle des médicaments qui sont inducteurs, on a des exemples, la phénytoïne qui est un antiépileptique, carbamazépine également, le tegretol, la rifampicine, un antibiotique très fortement inducteur, ou des inhibiteurs puissants comme le kétoconazole. Alors, de toute manière, vous avez la diapositive pour référer aux interactions médicamenteuses potentielles. Peut-être juste un petit dernier mot au niveau des médicaments qui amènent de la bradycardie. Donc, être prudent sur l'effet additif concernant la fréquence cardiaque. Au niveau des interactions médicamenteuses avec la mémantine,
L'avantage, c'est que ce médicament-là est éliminé par voie rénale, donc il n'y a pas de cytochromes qui vont être impliqués dans le métabolisme. Et les interactions, les médicaments qui vont alcaliniser les urines vont réduire l'élimination de la mémantine, donc pourraient en conséquence augmenter son effet. D'autres antagonistes de récepteurs du NMDA, comme le dextromethorphan qu'on retrouve dans des sirops en vente libre, pourraient augmenter les effets indésirables. Et le triméthoprim, qui est un antibiotique, en raison de la sécrétion tubulaire, pourrait venir jouer aussi sur, pourrait amener une interaction avec la mémantine, mais on n'est pas trop certain du mécanisme d'action. Alors, lorsque nos personnes atteintes de maladie d'Alzheimer consomment ces médicaments, il faut assurer un suivi et j'attire l'attention ici sur la vérification de la présence d'effets indésirables amenés par la prise des médicaments. Vérifier également l'adhésion au traitement parce qu'il est possible que si la personne vit seule et qu'elle a des troubles de mémoire, bien qu'elle ne soit pas très fidèle ou qu'elle n'adhère pas nécessairement très bien à son traitement. Ou il y a des personnes âgées aussi qui refusent carrément de consommer leurs médicaments. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier, bien sûr. Gérer nos effets d'interaction médicamenteuse, voir s'il y en a de présents. S'assurer ou discuter avec la personne ou le membre de sa famille s'ils utilisent des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturelle. Parce qu'on comprend bien que lorsqu'on a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on sait que c'est un déclin progressif et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Alors, les gens auront, c'est tout à fait normal et humain, tendance à regarder ce qu'il y a disponible du côté des médicaments de vente libre, des produits naturels, essayer de trouver des solutions pour les aider. Donc, c'est important de leur poser les questions. Également, vérifier le poids. J'en ai parlé tantôt. Les inhibiteurs peuvent amener une diminution de l'appétit, de l'anorexie, donc des pertes de poids qu'il faudra surveiller. Surveiller les signes vitaux, dont le pouls. On a vu tantôt que la médication pouvait amener de la bradycardie. Cette surveillance-là devrait être introduite au moins 1 à 2 fois par année. Et je crois qu'en début de traitement, dans le premier mois, on devrait s'assurer d'appeler à tout le moins la personne ou sa famille pour voir comment ça se passe. Maintenant, il y a des controverses par rapport à la pharmacothérapie de la maladie d'Alzheimer. Des controverses sur la durée appropriée de la thérapie. Bon, est-ce qu'on devrait ou pas poursuivre au long cours les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase? Comme on a une absence d'évidence claire qui supporte l'arrêt de la thérapie à n'importe quel stade particulier de la progression de la maladie, la question est justifiée. Il faut savoir qu'en 2018, en France, la Haute Autorité de santé, qui est l'équivalent du FDA américain ou de Santé Canada, alors en France, ils ont décidé de cesser le remboursement de ces classes de médicaments-là parce que l'effet des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase est vraiment à court terme. On parle d'à peu près 6 mois. On n'a pas d'études au-delà de 6 mois. Alors qu'on sait que la maladie va évoluer sur un nombre d'années de beaucoup supérieur. On se pose aussi la question si la personne a plus de 80 ou 85 ans. On pense que les risques d'utiliser ces médicaments-là vont dépasser les bénéfices et ça peut nous amener à hésiter à le prescrire, bien qu'on peut aussi décider de faire un essai. Chez les personnes de moins de 80 ans, je crois que le risque de bénéfice pourrait être adéquat, donc ça pourrait valoir la peine de les utiliser. Et il y a certaines personnes qui se disent, est-ce qu'il faut à tout prix chercher à faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer en l'absence de traitement efficace? Alors, la question se pose. Quand on prend des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, je l'ai dit tantôt, il faut réévaluer la situation après 6 à 12 mois de traitement. Et on peut aussi avoir à considérer la déprescription de cette classe de médicaments.
Il faudra bien sûr discuter avec la personne atteinte ou les proches aidants, la famille. Puis là, je donne certains exemples où on pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Alors, si on observe une diminution significative de la fonction cognitive au cours des 6 derniers mois, on pourrait se demander si ça vaut la peine de poursuivre. Si on n'a observé aucun bénéfice de la médication depuis le début du traitement, on pourrait également se poser la question. Donc, on se demande si on a des améliorations, est-ce que la condition est stabilisée, est-ce qu'on a vraiment réduit la vitesse du déclin? Et à n'importe quel moment durant un traitement, on peut également se poser la question. Lorsqu'on arrive en phase terminale, en phase de fin de vie, au stade 7 de la maladie, puis que la personne est carrément dépendante dans toutes ses activités de la vie quotidienne, qu'elle est incapable de répondre à son environnement, il est peut-être temps de penser à cesser cette classe de médicaments. Si les effets indésirables aussi sont trop incommodants ou absolument intolérables pour la personne, et si l'adhésion thérapeutique est absente, le patient refuse la médication, crache la médication, oublie tout le temps de prendre la médication, eh bien, on pourrait se poser la question. Et là, j'entends peut-être des familles qui vont se dire, oui, mais si mon proche ne prend plus de médicaments, est-ce qu'on va m'abandonner? Je veux simplement vous rassurer que ce n'est pas parce qu'on ne prend pas de médicaments que ça signifie qu'on va abandonner la prise en charge de la personne ainsi que de sa famille. Alors ici, je n'irai pas dans le détail parce que le temps avance et je vais juste vous référer au Réseau canadien de déprescription où on a mis en ligne un algorithme pour se questionner sur la manière de déprescrire les 2 classes de médicaments. Alors, la meilleure pratique, c'est de ne pas prescrire un inhibiteur de l'acétylcholinéstérase en présence de maladie d'Alzheimer sans une évaluation périodique des bénéfices perçus au niveau cognitif et des effets secondaires gastro-intestinaux. Qu'est-ce qui se passe du côté de la recherche? Malheureusement, je dois dire que c'est absolument très décevant. Il y a énormément d'études cliniques qui sont en cours, en phase 2, en phase 3. Plus de recherche est encore nécessaire et il faut être optimiste de façon précautionneuse, je dirais. La maladie est encore un mystère. C'est une maladie qui débute de nombreuses années avant de voir apparaître les symptômes. La recherche est plutôt décevante. J'ai quand même jeté un coup d'œil récemment. Ce que j'ai vu qui va apparaître peut-être rapidement du côté de l'Amérique du Nord. En fait, là, ça vient d'être lancé du côté de la Chine. C'est un médicament qu'on appelle oligomanate, qui est un extrait d'algues brunes marines qui viendrait jouer sur le microbiote intestinal en remodelant sa constitution. Et on pense qu'il y aurait une connexion entre les communautés de bactéries dans l'intestin et le cerveau. Alors ça, c'est comme une nouvelle hypothèse aussi de la causalité de la maladie. Et il y a aussi la compagnie Biogen qui a fait des essais sur un anticorps monoclonal qui s'appelle l'aducanumab. Ils ont déposé une demande de commercialisation du côté de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Mais j'ai vu que la FDA va leur demander beaucoup d'informations complémentaires à l'utilisation de cette molécule. Donc, bien sûr, on cherche à découvrir des médicaments qui seront efficaces au long cours, qui auront une bonne tolérabilité et qui seront sécuritaires. C'est comme si actuellement, on observe que les hypothèses qui ont servi à développer les médicaments, il faut un peu les remettre en question pour chercher ailleurs, parce que ça fait plus que 20 ans qu'on ne trouve pas grand-chose. Ici, c'est à titre d'information au cas où vous auriez certaines personnes qui prendraient de l'Anoxa, qui est un médicament qui est rarement utilisé en pratique. Il faut voir aussi qu'il y a des médicaments qui ont été démontrés inefficaces
dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc, les statines là, pour traiter les niveaux de cholestérol élevés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le naproxène ou l'ibuprofène. Le ginkgo biloba ne protège pas contre la maladie d'Alzheimer et les acides gras oméga 3 devraient être pris en prévention, mais il n'y a pas une très, très forte évidence de leur utilisation. Alors, comme on n'a pas beaucoup de traitements médicamenteux pour la maladie, il faut aller vers les mesures non pharmacologiques, donc nous assurer de demeurer actifs, de manger sainement, de participer à des activités sociales, de garder notre mémoire active, cesser le tabac, bien sûr, contrôler notre tension artérielle, le glucose et le cholestérol. Donc, les saines habitudes de vie que nous connaissons tous. Alors, je veux jeter un coup d'œil. Il est déjà 12h50. Je vais tout de suite aller sur la démarche Opus AP qui... il faut savoir, le contexte de ça, c'est que on donne parfois des antipsychotiques aux personnes âgées qui sont hébergées dans nos CHSLD et qui présentent des troubles de comportement liés à la maladie d'Alzheimer ou à toute autre démence. Surtout quand le comportement est dangereux pour la personne elle-même ou pour les autres et qu'il y a de l'agressivité et de l'agitation et des hallucinations. Mais on sait maintenant que ces antipsychotiques sont très peu efficaces pour soulager certains troubles du comportement et qu'il y a plus de risques d'effets secondaires comme de la somnolence importante, des chutes avec fracture de hanche, des tremblements au repos, des pneumonies qui conduisent au décès, des accidents vasculaires cérébraux qui conduisent également au décès et d'insuffisance cardiaque. Donc, Opus AP, c'est moins d'antipsychotiques chez nos personnes hébergées en CHSLD public. On veut donc améliorer l'utilisation des antipsychotiques et la démarche repose sur un renforcement de l'approche centrée sur le résident. On veut rehausser le recours de nos intervenants aux approches de base. Et c'est quoi des approches de base? Bien, ça veut dire améliorer la communication, faire du recadrage, faire de la diversion, valider les comportements de nos personnes, utiliser l'histoire de vie de nos personnes, faire de l'écoute active et de l'adaptation d'environnement et travailler aussi avec des mesures non pharmacologiques pour contrôler les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Les interventions non pharmacologiques, je pense ici à adaptation de l'environnement, des salles de stimulation, de la zoothérapie, de la musicothérapie, de l'aromathérapie et autres. Et l'objectif ultime, c'est de réduire l'utilisation non appropriée des antipsychotiques dans ces contextes-là et bien sûr d'améliorer la qualité de vie de nos personnes. La démarche Opus comprend 3 phases sur 3 années différentes. Donc, la première phase a eu lieu en 2018 et comprenait 24 CHSLD qui représentent 8% de notre clientèle. Et la phase 2 a eu lieu de mars à novembre 2019 où on avait 129 CHSLD d'impliqués. Ça concernait 41% de notre clientèle. Et la phase 3 devait débuter en avril 2020 et en raison de la COVID, tout est suspendu pour l'instant. Alors, on passe tout droit. Un SCPD, rapidement, c'est une perturbation de la perception, du contenu de la pensée, de l'humeur ou des comportements fréquemment observés chez les personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs majeurs. Sachons qu'il y a plusieurs catégories de SCPD et que dans tous les symptômes frontaux ici que je vous indique, les antipsychotiques ne sont pas efficaces. Alors, j'avance. Ici, quelques exemples d'antipsychotiques que l'on retrouve dans nos milieux. Risperdal, Seroquel, Clozaril, Zyprexa. Je continue d'avancer. Le Black Box Warning sur la mortalité accrue associée à l'utilisation des antipsychotiques chez nos personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et voilà les résultats de la déprescription de nos antipsychotiques dans le cadre de la démarche.
qu'est-ce que ça veut dire déprescrire? Eh bien, ça veut dire réduire ou cesser l'utilisation de médicaments qui sont nuisibles ou qui ne présentent aucun bénéfice. Alors, je pense que j'ai bien démontré que les antipsychotiques dans certains SCPP étaient nuisibles chez notre clientèle. Alors, les résultats de la phase 1, on a un taux de déprescription réussi de l'ordre de 85,5 % et dans la phase 2 de l'ordre de 77,1 %. C'est donc un très beau succès. Et ici, on a décortiqué en cessation complète de l'antipsychotique et réduction de la dose. Et ceci sans avoir augmenté de façon significative les comportements perturbateurs et sans avoir vu non plus un glissement vers l'utilisation d'autres classes pharmacologiques comme les antidépresseurs et les benzodiazépines. Au contraire, là, en phase 1, on a eu une diminution de l'utilisation des benzos et en phase 2 également, on voit une légère diminution de cette classe de médicaments. Alors, le message clé à retenir ici, c'est que les antipsychotiques sont malheureusement trop souvent utilisés en première intention pour répondre à des comportements difficiles, plutôt que de les considérer comme une alternative de deuxième ligne lorsque nos approches de base et que les interventions non pharmacologiques ont échoué. Ici, simplement pour vous donner la référence de la publication que nous avons faite des résultats de la phase 1 de notre démarche. Et puis, ceci met fin à ce que je voulais vous communiquer comme information. Je serai prête avec Noah à recevoir vos questions. Et si je n'ai pas le temps, ben, je tiens à vous remercier infiniment de votre attention. Alors, merci beaucoup, Madame Gilbert, pour cette présentation. Je pense qu'on aurait encore pu passer une bonne heure supplémentaire là pour vraiment aller dans le détail, tellement il y a de l'information. Alors, bon, n'hésitez pas à poser vos questions directement. Moi, j'en ai plusieurs déjà pour vous. Vous avez beaucoup fait allusion aux effets secondaires de ces médicaments, donc que ce soit les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase ou encore les NMDA par rapport justement à leur prise en charge par la suite au niveau des personnes. Comment ça se fait que jusqu'à présent, on n'ait pas trouvé le moyen, non pas de développer d'autres médicaments, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien soulevé, la recherche avance à très petits pas, mais d'améliorer les médicaments qui sont déjà sur le marché. Je pense notamment à l'Excellon, les effets qui sont directement liés au patch. Je pense également notamment, par exemple, dans le cas du diabète, avec les nouveaux patchs, pour ne pas le citer, là, le freestyle, où ben, il y a eu des problèmes au début avec notamment la colle qui est utilisée. Et puis, ça a été amélioré au fur et à mesure. Comment ça se fait qu'on n'est pas encore en mesure d'améliorer l'efficacité de ces médicaments-là et donc bah, forcément d'avoir de meilleurs résultats par la suite? Ben, en fait, si l'efficacité n'est pas là, c'est possiblement parce qu'on ne travaille pas sur la bonne cause de la maladie d'Alzheimer. Bon, ça, c'est une première réponse. Maintenant, si je comprends bien, la question aussi concerne l'amélioration au niveau du timbre de rivastigmine, au niveau de la colle, pour éviter les réactions cutanées. Ben, j'imagine que la réaction cutanée est personne dépendante aussi. Il doit avoir des facteurs, je vais dire génétiques, c'est peut-être pas le bon mot, mais certaines personnes ont un tissu cutané qui est très réactif et que ce soit dès qu'on applique un produit chimique, ça peut être des savons à vaisselle, ils vont réagir. Puis il faudrait peut-être poser la question à ceux qui font justement la recherche sur ces substances-là qui permettent de maintenir le timbre sur la peau. OK. Alors, une question. En période difficile comme l'adaptation en relocalisation, il faut penser à baisser l'anxiété. Une benzo sur une courte période, est-ce une bonne pratique? Une benzo Premièrement, il faut voir quelle est la cause de l'anxiété et tenter par des mesures non pharmacologiques de la contrôler.
Parfois, on n'y arrive pas et malheureusement, on est obligé pour de courtes périodes d'utiliser justement des petites doses d'anxiolytiques pour contrôler la situation. Et là, je vous donne l'exemple concret qu'on vit actuellement avec la COVID. Rapidement, on a tous vu le drame qui s'est déroulé dans nos CHSLD. Il y a des personnes âgées qui ont été abandonnées. Alors, quand on est entré dans les milieux et qu'on a retrouvé nos personnes âgées abandonnées à elles-mêmes, j'ai facilité à voir combien le niveau de détresse de ces personnes pouvait être élevé. Et on n'avait pas suffisamment de personnel pour prendre en charge la situation et mettre en place des mesures non pharmacologiques. Je l'ai trouvé sur les photos. Alors, temporairement, on a un ami qui converse avec nous. Alors, temporairement, on a dû travailler avec des molécules à petite dose pour contrôler ces symptômes d'agitation ou d'anxiété ou d'insomnie qui étaient très présents, malheureusement. Une autre question. Comme proche aidante, ai-je le droit d'imposer à un médecin d'un CHSLD de cesser de donner le Seroquel à mon conjoint en phase 7 parce qu'il est agressif et que les préposés veulent se protéger? Il va falloir, je comprends très bien la situation, si le proche aidant ne veut plus que son conjoint ou la personne qu'elle aide ne reçoive des antipsychotiques, il va falloir mettre en application notre approche de base, nos interventions non pharmacologiques. Il faut vraiment faire un travail de Sherlock Holmes, là, que je dis comme j'appelle. Il faut chercher quelles sont les situations qui viennent provoquer cette agitation, cette agressivité chez la personne. Alors, il faut faire une entente. Oui, possiblement que pendant un certain temps, on devra maintenir un antipsychotique pour protéger et la personne et le personnel. Cependant, il faut tout de suite mettre en place un plan d'action pour travailler sur les causes et les approches à mettre en place pour éventuellement diminuer les doses de l'antipsychotique et le cesser. Parce qu'il faut voir que derrière un comportement qu'on appelle perturbateur ou un comportement différent qui est très intense, il y a une cause. Et cette cause-là est parfois et très souvent un besoin qu'exprime la personne, un besoin non répondu. Et les études qu'on a faites là-dessus nous démontrent que justement, quand on arrive à identifier le besoin non répondu, à mettre en place un plan, on arrive à contrôler jusqu'à 90% des SCPD ou des problèmes perturbateurs. Et ça, c'est un travail d'équipe et c'est un travail qui va se faire 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est un travail sans relâche. Et pour faire ça, il faut former les gens, former nos préposés, former les infirmières, les auxiliaires infirmières, les pharmaciens, les médecins, tous les intervenants qui exercent auprès de nos résidents hébergés doivent apprendre à approcher les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Comment on arrive en travaillant ensemble, en utilisant notre créativité à soulager ces symptômes-là. C'est de la musique à mes oreilles. Alors, et c'est effectivement l'approche qui est préconisée aussi par les sociétés Alzheimer. Alors, merci de le souligner et merci également de mettre en place cette approche de base dans le contexte justement d'Opus AP. Je pense que ça fait, et puis vous l'avez très bien démontré, ça fait une réelle différence par la suite dans la qualité de vie des patients et des professionnels également. Quelle réflexion est derrière le choix entre la risperidone versus la quetiapine? Là, c'est très précis, là. Oui, c'est... en fait, il faut voir quel est le symptôme qui est devant nous, quels sont les effets. Est-ce qu'on veut plus avoir un effet stimulant, pas trop de somnolence chez la personne? Il faut vraiment personnaliser pour garder s'il n'y a pas des interactions médicamenteuses possibles avec la pharmacothérapie, dont l'ensemble des autres médicaments de la personne. Une autre question également. Justement, dans le contexte effectivement de la pandémie COVID-19, comment est-ce que c'est possible de réduire le stress des personnes atteintes, autre
peut-être que par une intervention médicamenteuse? Ben déjà, le retour des personnes, des bras, des préposés ou de toute autre personne qui a levé la main pour venir aider en CHSLD. Donc, d'avoir des personnes présentes auprès d'elles, de prendre le temps de leur parler, de leur expliquer, de les nourrir, de changer leur culotte d'incontinence au bon moment, de s'en occuper finalement, ça fait une différence. Alors, pour les rassurer. Il y avait aussi, on a vu que malheureusement, les proches aidants ont été écartés pendant de nombreuses semaines auprès de leurs personnes hébergées. Bon, je pense qu'on l'a fait pour de bonnes raisons, mais on sait que les familles, les proches aidants sont très, très importantes dans la vie de nos centres d'hébergement. Et pour rassurer les personnes, bien, on a mis en place des communications avec des iPhones, des FaceTime, des Zooms. On a mis en place des courriels aussi pour qu'on puisse communiquer l'information aux familles. Je sais que dans notre SUS, on a mis en place un bulletin d'information qui a été publié à chaque semaine. Alors, on voulait absolument rétablir le contact entre les familles, les équipes de soins et particulièrement la personne qui vit dans le CHSLD. L'équipe des loisirs a contribué aussi à faire ces liens-là avec les familles. Et Dieu merci, là, depuis au moins 3 semaines, les personnes peuvent revenir auprès de leurs proches aidants, bien sûr en respectant toutes les mesures de précaution. Une autre question également par rapport plus sur l'aspect pharmacologique. Et donc, c'est en fait un commentaire d'une pharmacienne. J'ai vu des IPP prescrits régulièrement aux personnes âgées, d'autant plus avec des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. Quelles seraient les autres options à envisager? Bien, il faut voir la durée de l'utilisation de l'IPP, l'indication. Parfois, on n'a pas le choix, il faut l'utiliser à très long terme. Mais je vous dirais qu'avec toutes les interventions que l'INES ont mis en place dans les dernières années, l'IPP ne devrait pas être utilisé sur une base régulière à très, très, très long terme. Puis, ce qu'on a vu avec les IPP, bien, on peut l'avoir vu aussi avec les médicaments de la classe de la ranitidine. Alors, le mot-clé ici, c'est la durée d'utilisation. Mais sur un court terme, je pense qu'il faut l'utiliser pour traiter le symptôme aigu. On n'a pas le choix parfois. Une autre question aussi par rapport à l'excellent. Il faut éviter de l'appliquer au même endroit. Toutefois, quelle distance est acceptable entre 2 applications sur le même bras pour faciliter la manipulation lorsque la personne a des limitations physiques pour se l'appliquer seule? Bien, il ne faut pas que ce soit exactement sur le même endroit. Donc, c'est comme si on fait un rond puis on le place en dehors de la dernière zone d'utilisation en alternance. Là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. J'essaie visuellement de voir. Puis, est-ce que la personne, je comprends que la personne se l'applique elle-même ici. Donc, on pourrait lui faire un schéma sur un papier avec la numérotation des jours. La numérotation des jours préciserait l'endroit sur le bras où la personne pourrait se l'appliquer. Excellent. Il y avait aussi, vous avez parlé de l'approche pharmacologique, non pharmacologique, des facteurs modifiables également, des produits naturels. Est-ce que vous avez remarqué depuis maintenant 1 an, alors que le cannabis est devenu légal, une augmentation de son utilisation pour justement les personnes atteintes? Personnellement, ce qu'on a vu dans nos milieux, c'est l'augmentation de l'utilisation du cannabis pour les contrôles de la douleur, vraiment de façon significative, douleur chronique chez les personnes âgées. Mais du côté de la maladie d'Alzheimer, non, je n'ai pas, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, là, mais moi, dans mon milieu, je n'en ai pas vu. Alors, surtout, n'hésitez pas. Là, on va encore prendre peut-être une dernière question, étant donné qu'on a
qu'on a largement dépassé notre horaire, mais je pense que le sujet a intéressé beaucoup ici l'audience. Alors, donc, la présentation est enregistrée. Donc, je vais vous envoyer par la suite en fait un courriel avec le lien de l'enregistrement et puis également une courte évaluation si vous pouviez y répondre. C'est totalement anonyme, mais ça nous permet notamment de vous proposer des thématiques qui vous intéressent. Je vois déjà que l'approche de base a retenu votre attention. Vous en parliez tellement bien, mais je pense qu'elle a toute… Aussi, Oui, oui, allez-y. aussi, moi, j'ai remarqué sur le PowerPoint que je vous ai envoyé, j'ai oublié de mettre la diapo avec quelques références. Alors, je vais vous la retourner cet après-midi. Parfait. Si vous voulez l'ajouter. Parce que moi, je réfère les gens au document de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, où justement toutes ces approches-là de base, puis la démarche Opus, les algorithmes de déprescription sont très bien détaillés. Il y a des guides également d'utilisation optimale des 2 classes de médicaments dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, les gens pourraient référer et c'est en français, donc c'est facilement accessible. Excellent, excellent. Ben, je rajouterai également ces références-là pour nos participants. Alors, n'hésitez pas, donc si vous avez d'autres questions, je les ferai parvenir à Madame Gilbert pour qu'elle puisse vous y répondre. Vraiment, merci beaucoup à tous aujourd'hui d'avoir été présents. C'est devenu un rendez-vous incontournable entre vous, moi et nos conférenciers respectifs. Alors, on va prendre une petite pause estivale parce que certainement, même s'il y a confinement, même s'il y a pandémie, vous allez certainement vouloir prendre du temps pour vous aussi durant cet été. Et on revient donc au mois de septembre avec un nouveau webinaire qui sera à ce moment-là présenté par Dr Anna-Inès Ansaldo, qui est également du CRI-IGM et qui va nous parler justement de l'importance de la communication avec la personne atteinte et le proche aidant. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Et puis, entre-temps, je vous souhaite vraiment d'être en santé, de rester en sécurité et puis aussi d'avoir un très bel été. Vous attendez peut-être certainement de voir le point de presse du gouvernement. Alors, on vous libère et merci encore de nous suivre aussi régulièrement. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et merci encore à vous tous et à Madame Gilbert d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à tous.